9h30 à la volée. Alors le mix cloche et Nicolas qui paye un peu électro, bon, c'était pas forcément une bonne idée, c'était mon idée, je tiens à le préciser. Allez, chers amis, il est temps d'aborder un sujet important. C'était une promesse de campagne de Donald Trump. C'est l'abandon, on va dire, de l'affaire, de la recherche, des enquêtes sur l'affaire Epstein. Pour ça, très heureuse de retrouver Xavier Hofer. Bonjour Xavier Hofer. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes criminologue, docteur en géographie géopolitique, Université Paris-Sorbonne, directeur d'études et enseignant au CNAM, le Conservatoire national des arts et métiers, directeur de collection au CNRS et auteur de ce livre, Jeffrey Epstein, l'âme damnée de la troisième culture, aux éditions du CERF. Alors, avant de vous donner la parole pour interpréter ces derniers événements américains, peut-être faire un petit rappel d'abord à nos auditeurs. Je vous rappelle que, donc, comme je le disais, c'était une promesse de campagne, l'ouverture des conclusions et des enquêtes et de la fameuse liste Epstein par Donald Trump. Puis, on a eu aussi la procureure générale des États-Unis, Pam Bondi, qui en février-mars a annoncé avoir mis la main sur ces listes et annoncé les déclassifier les archives de dossier Epstein et promis la transparence sur cette affaire. D'ailleurs, je propose d'écouter un rapide extrait. Alors, tout est en anglais, je vous ferai une traduction pas littérale, mais je vous ferai une traduction derrière. On écoute Pam Bondi, c'était en mars dernier. We all did. And the FBI handed over a couple hundred pages of documents. But, you know, Sean, I gave them a deadline of Friday at 8 a.m. to get us everything. And a source had told me where the documents were being kept, Southern District of New York, shock. So we got them all by, hopefully all of them, Friday at 8 a.m., thousands of pages of documents. I have the FBI going through them, and Cash is also, now that we have Cash here, it's a game changer, of course. Fast as we can, get it out to the American people, because the American people have a right to know, not only on that, but on Kennedy, on Martin Luther King, on all of these cases that the Biden administration has just sat on for all these years. So yeah, it's really, it's not sad, it's infuriating that these people thought that they could sit on this information, but they can't. It's a new day, and we believe in transparency, and it's going to come out. And when we redact things, Sean, what we're going to do is not just pull pages out. Bon alors, elle dit c'est un grand jour, le FBI a des milliers de pages désormais en sa possession concernant la liste Epstein. Maintenant qu'on a Kash Patel, donc du FBI, sur le sujet, eh bien c'est un game changer, ça va changer les choses. Les Américains ont le droit de savoir sur l'affaire Epstein comme sur les autres affaires. Elle cite notamment l'affaire JF Kennedy. C'est un nouveau jour, une nouvelle administration, l'administration Trump, et vous vouliez la transparence, nous aurons la transparence. Voilà en gros ce qu'elle annonce. Et ça, c'était ce passage-là, il date de mars. Sachant que Pam Bondi, donc la procureure générale des États-Unis, avait dès février annoncé qu'elle allait déclassifier ses archives de dossier Epstein. Bon, eh bien, il se trouve que le 7 juillet dernier, un mémorandum interne des enquêteurs sur l'affaire Epstein, d'un seul coup, annonce plus ou moins circuler, il n'y a rien à voir. Il accrédite la thèse du suicide d'Epstein et conclut qu'il n'y a pas de liste de clients connus, donc pas de nouveaux procès. Je précise que pas de clients compromettants, ni de preuves crédibles d'un réseau de chantage. Donc Ghislaine Maxwell, qui est, elle, condamnée à 20 ans de prison, est la dernière figure, puisque Epstein est mort, importante à avoir été jugée. Et le ministère de la Justice indique qu'aucune divulgation supplémentaire n'est prévue afin de protéger la vie privée des victimes et de ne pas exposer des personnes qui ne seraient pas impliquées. Ensuite, il dit qu'ils n'ont découvert aucune preuve qui légitimerait une enquête contre des parties n'ayant pas été inculpées jusqu'à présent. Cet examen a confirmé qu'Epstein avait porté préjudice à plus d'1 millier de victimes, soulignant que des informations sensibles portant sur ces victimes sont entremêlées tout au long des documents. Ça, c'est aussi un des arguments qui ressort. C'est-à-dire, attention, comme on a beaucoup d'éléments porno, etc., on ne pourra pas le publier. En conséquence, le ministère de la Justice et le FBI concluent qu'aucune publication supplémentaire ne sera ni appropriée ni justifiée. Voilà le texte de ce qui est sorti de ce mémorandum des enquêteurs sur l'affaire Epstein. Alors évidemment, énorme revirement. Et alors là, plus important presque encore, c'est la réaction lors d'une interview à la conférence de presse le 8 juillet dernier
de Donald Trump qui a l'air de dire mais je comprends pas, vous nous posez encore des questions sur l'affaire Epstein, l'affaire est révolue, maintenant on tourne la page. On va écouter un extrait, je vous fais encore une fois une traduction après coup qui sera pas du mot à mot. Yeah, sure. If Hey, Pam, could I just interrupt for Sure. 1 second? Are you still talking about Jeffrey Epstein? This guy's been talked about for years. You're asking, we have Texas, we have this, we have all of the things. And are people still talking about this guy, this creep? That is unbelievable. Do you want to waste the time and do you feel like answering? I don't mind answering. I mean, I can't believe you're asking a question on Epstein at a time like this where we're having some of the greatest success and also tragedy with what happened in Texas. It just seems like a desecration, but you go ahead. Sure. First, to back Alors, on up. va s'arrêter là. On pourra peut-être revenir sur la fin de l'explication de Pam Bondi. En tout cas, là, vous avez donc un journaliste qui interroge en conférence de presse Donald Trump et qui lui demande où on en est et pourquoi sur cette affaire Epstein. Et il explique, mais vous êtes encore en train de parler d'Epstein? Mais attendez, on a les taxes, on a tout ce qui se passe dans le monde. Et vous parlez de ce creep, donc de ce je sais pas comment dire, ce raté de Jeffrey Epstein. C'est incroyable. Je ne peux pas y croire que vous perdiez encore du temps à poser des questions sur Jeffrey Epstein. Et puis après, il se tourne vers Pam Bondi. Il lui dit, mais vous voulez quand même perdre du temps, Pam, je ne sais pas comment il l'appelle, pour répondre. Et après, elle va répondre. Et elle donne des éléments qui sont ceux à peu près que je vous ai donnés tout à l'heure du dossier, c'est-à-dire on a des vidéos porno qu'on ne pourra pas publier et puis tout va bien. Et puis elle revient aussi sur la vidéo notamment et la minute manquante des vidéosurveillance de la prison de Jeffrey Epstein. Voilà tous les éléments. Et avec tout ça, je me tourne vers Xavier Hofer pour comprendre ce qui se passe vraiment derrière ce changement de braquet total de l'administration Trump. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous comprenez la situation? D'abord, le point le plus important. J'ai écrit un livre sur le sujet. Le livre en question a 100% de sources qui viennent du système judiciaire américain lui-même. Il n'y a là-dedans pas un atome de conspirationnisme ou de quoi que ce soit. Aucune espèce de source farfelue n'a été exploitée. Ce qu'il y a là-dedans provient d'enquêtes qui ont été menées par des journalistes américains héroïques à un moment où, comme ça semble à nouveau être le cas, personne ne voulait parler de cette affaire-là, notamment une femme journaliste du Miami Herald qui a fait cette enquête courageuse contre tout le monde. Pendant les 15 ans où elle a enquêté, ni le New York Times, ni le Washington Post, ni le Wall Street Journal, ni les grandes chaînes de télé américaines n'avaient le moindre intérêt pour l'affaire Epstein. Et il semble que cette ligne-là, effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, circuler, il n'y a rien à voir, ait repris le dessus récemment. Alors, premier point, tout ce qui a été affirmé provient de sources judiciaires. Je vous donne un exemple. Ce sont des magistrats qui ont déclaré que sur 1 millier de caméras qu'il y avait dans le lieu de détention de Jeffrey Epstein, à Manhattan Correctional Center, il y en avait juste une qui était en panne, qui était celle qui se trouvait en face de la cellule de Jeffrey Epstein. Les mêmes magistrats avaient été obligés de dire quelque temps avant, sur question des avocats, qu'il y avait eu un audit moins d'1 an auparavant sur toutes les caméras de surveillance qui sont naturellement un élément crucial de la sécurité d'une prison et que tout fonctionnait très bien. Et enfin, d'autres éléments comme le fait qu'il n'y a pas de gens à impliquer au-delà d'un défunt Jeffrey Epstein et d'une femme en prison pour 20 ans, donc il est prié de rester discrète et silencieuse si elle a envie de sortir un peu plus tôt. J'aimerais
j'aimerais qu'on m'explique une chose, que en gros, un enfant de 4 ans moyennement doué peut comprendre. Oui. À partir du moment où un individu est inculpé de trafic d'êtres humains et sa comparse est condamnée à 20 ans de prison pour trafic d'êtres humains, comment, au nom du ciel, peut-il ne pas y avoir de clients? Quand vous avez une affaire de proxénétisme, c'est du proxénétisme mondain dans ce cas-là, inculpation faite par la justice américaine. Hein. Ce n'est pas un tribunal populaire fomenté sur les réseaux sociaux. Vous avez donc des individus qui sont inculpés par la justice américaine sur la base d'éléments, selon la justice américaine, accablants de trafic d'êtres humains. Dans toute affaire de ce type, vous avez 3 parties en cause. Vous avez le proxénète, vous avez les victimes, c'est-à-dire les jeunes filles, pour beaucoup d'entre elles mineures qui ont été prostituées, et enfin, vous avez les clients. Mmh. Où sont les clients? Bah, surtout Alors que là, c'est on dit, cette bah, il n'y en liste a de pas, clients. c'est pas Oui, grave, oui. etc. Oui. En plus de ça, l'affaire, et je viendrai après ça sur la raison du Bah revirement, oui. hein, sur les hypothèses qu'on a, parce que Oui. naturellement, si on avait la solution, ça serait mieux. Mais là, pour l'instant, on en est réduit à des hypothèses, 2 Mmh. ou 3 hypothèses Mmh. principales. Mais en fin de compte, à partir du moment où vous avez une affaire comme celle-là, à partir du moment où vous avez des victimes, à partir du moment où vous avez des victimes qui sont à ce point des victimes qu'un fonds a été mobilisé pour les dédommager, ce qu'elles ont été à peu près toutes à ce jour. Euh, Celles qu'on a retrouvées étaient plus de 150. Hein. Donc vous voyez que c'était une action de prostitution de masse sur des mineurs, chose qui, dans tous les cas aux États-Unis et surtout au niveau de la justice fédérale, vous fait encourir une peine minimale de 45 ans de prison. Donc, il ne s'agit pas d'affaires dérisoires, il ne s'agit pas d'affaires secondaires, il ne s'agit pas d'affaires tournant autour de la conspiration. Vous avez d'abord à Miami Beach, c'est-à-dire à l'endroit où l'enquête a commencé, vous avez d'abord des policiers locaux qui ont enquêté et qui ont trouvé des masses de documents, lesquels documents ont ultérieurement été récupérés par le FBI. Où sont-ils? Et en ce qui concerne les vidéos, bien entendu, ce n'est pas la partie pornographique qui nous intéresse. C'est que pour faire de la pornographie, en gros, enfin la plupart du temps, il faut être 2. C'est comme pour danser le tango. Ce qui nous intéresse là-dedans, ce n'est pas les malheureuses filles qui subissent des choses, c'est qui les a violées. Bah oui. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a de la pornographie, il y a forcément au moins 2 personnes là-dedans qui Mmh. peuvent et qui doivent être interrogées. Ceux qui filment, que ce soit su par les acteurs, si on peut les appeler ainsi ou non, et deuxièmement, ceux qui agissent, ceux qui violent. Voilà. Donc là, on nous dit que tout ça n'existe pas, que ça n'est pas grave, que vous avez des magistrats qui ont déclaré que non seulement il n'y avait pas eu des magistrats en cause dans l'affaire, c'est-à-dire du parquet fédéral de la partie sud de la ville de New York, pour être parfaitement précis, qui nous ont dit qu'il y avait bien eu 1 ou 2 films et qu'on les avait perdus, qu'on les avait pas retrouvés, qu'on les avait effacés par mégarde, que ceci, que cela. Et en fin de compte, on nous dit il y avait quand même des films, et sur les films, on nous montre en question, on nous montre pas la porte de la cellule, mais un vague escalier dont on ne sait pas bien ce qu'il vient faire là-dedans. Ouais. Alors, dernier mystère qui n'a jamais été résolu, comment se fait-il que la mort de Jeffrey Epstein, à un moment donné, il est pendu, il se pend lui-même, on lui donne un petit coup de main, quelle que ce soit la situation, et les gens qui auraient dû, les gardiens, Bah qui oui. auraient dû veiller sur lui, les gardiens en question avaient leur bureau à 2 mètres de la cellule de Jeffrey Epstein. Oui. C'était littéralement, au sens strict du terme, la porte à côté. Mmh. Les gardiens en question, c'est la justice qui le dit. Ils ont même été condamnés pour ça, fort légèrement, mais condamnés. On passait les 6 heures de la nuit où M. Epstein s'est suicidé à jouer sur leurs ordinateurs, à faire leurs courses par Internet ou à faire Dieu sait trop quoi. Et à la fin,
quand ils se décident, tiens, on va peut-être quand même aller faire un tour, il est 6 heures et quelques du matin, ils arrivent à la porte de la cellule de Jeffrey Epstein, ils regardent à l'intérieur et ils voient un Maccabée par terre. Ouais. Toutes les prisons du monde, toutes ont le même protocole en pareil cas. Il faut se reculer, il faut ne pas essayer d'ouvrir la porte. Tout ce qui touche même à la porte d'entrée devient une scène de crime. Et à partir de ce moment-là, ce sont des experts assermentés du FBI qui viennent relever l'ADN sur la porte, relever les empreintes digitales, tout ce qu'on peut faire, etc. Et on ne touche pas à l'intérieur. Là, vous avez les individus en cause, les gardiens, qui sont du personnel fédéral, c'est-à-dire des gens assermentés. Ce pas des vagues gardiens comme ça d'une petite prison à la campagne. Le Manhattan Correctional Center est une prison fédérale et donc les critères de sélection et de rigueur dans de telles prisons sont au top niveau. Ouais. Donc, ils ont été formés à ne pas intervenir. Ils interviennent quand même, ils patouillent tout à l'intérieur, ils tripotent le Maccabée. Et le Maccabée en question, quoique déjà mort, et il l'envoie dans un hôpital à côté. L'hôpital ne peut que dire, ben voilà, il est mort, remportez-le, bonsoir, bonne chance. Hein, voilà, c'est ça qui se produit. Et à partir du moment où il est mort, la première source qui va divulguer la mort en question, c'est sur un espèce de site totalement, lui, conspiratiste qui s'appelle 4chan, qui sert à tous les délires de QAnon. Vous savez, les Martiens ont creusé des souterrains sous la Maison Blanche, il y a des scènes de prostitution de mineurs, ils boivent le sang des enfants, etc., qui dit un quart d'heure après sa mort, et celui qui écrit sur le site en question commence par dire « screen cap this ». Faites une photographie d'écran parce que ça va disparaître très vite. On a retrouvé Jeffrey Epstein mort dans sa prison. Tout dans cette affaire-là est incohérent. Et les incohérences ne relèvent pas du conspiratisme. Ça ressort d'une analyse précise et pointue faite par des amis et des collègues que j'ai aux États-Unis de toutes les phases de ce qu'a fait la justice, la police américaine et toutes les enquêtes officielles qui ont été dites. Alors qu'on ne vienne pas nous dire que c'est du conspiratisme, c'est tout sauf ça. Bien sûr. Non, mais attendez, alors, avant d'aller sur la raison du revirement, qui est quand même un élément central de notre conversation, mais juste sur ce qui s'est passé dans cette prison, évidemment, on n'est pas dans le secret des dieux, mais comme vous l'avez rappelé, les gardiens qui pendant 6 heures, parce que vous parlez de personnes de haut niveau, référencées, homologuées, etc. Donc ces gardiens, déjà avant même d'aller tripatouiller, comme vous l'expliquez, la cellule et le mort, ils sont censés faire des rondes. Je veux dire, c'est pas possible de rester enfermé sans se rendre compte. Donc déjà, il y a ça aussi qui marche pas, c'est les rondes. Bon, ensuite, évidemment, les caméras de surveillance qui tombent en panne. Encore une fois, dans une prison de haute sécurité, de très haut niveau, pas une caméra qui réussit à fixer le moment. Et oui, ce que vous disiez sur l'autopsie, et puis ensuite la révélation. Et les gardiens qui n'ont jamais... Il y a les gardiens, et puis il y a d'ailleurs, chez Tucker Carlson, hier ou avant-hier, on va y revenir, il y a eu un échange intéressant. Il disait, il y a aussi tous les autres condamnés à côté qui pourraient témoigner, donner des informations et peut-être entendu des cris. Il n'y a rien qui sort de tout ça. Et d'ailleurs, Tucker Carlson lui-même demande si c'est pas... pose la question, est-ce que c'est pas un autre condamné à côté? Puisque normalement, il y a aussi le fait que personne ne peut entrer dans cette prison. Donc, ça s'est fait en interne. C'est le principe, ni entrer ni sortir. Oui, non, mais rappelons les évidences. Mais bon, juste pour montrer à quel point tout ça est énorme, quoi, en termes de mensonges. J'ajoute 2 choses. Premièrement, la prison existe depuis 30 ans. Il y a eu un seul suicide. Les suicides, ils sont rarissimes. Pour la petite histoire, c'était un mafieux d'une des familles de la mafia de New York qui a mis fin à ses jours parce qu'il risquait sans doute plus en sortant qu'en restant sur place. Donc, il a préféré en finir. Et puis, deuxièmement, il n'y a pas eu, la nuit de la mort d'Epstein, il n'y a pas eu de ronde pendant plus de 6 heures. On le sait, puisque comme les gardiens qui étaient censés le garder, alors je mets gardien entre 2 larges paires de guillemets, parce qu'ils étaient censés le garder, et pendant 6 heures, ils étaient en train de faire des paris sportifs ou de faire leurs courses c'est la version officielle, Xavier Hofer. Je ne sais pas si on peut la croire, forcément. Enfin, je veux dire...
ils étaient en train de faire des courses, donc ils n'ont pas pensé à faire leur ronde. Ou alors, leur a commandé de ne pas faire de ronde. Ah ben ça, naturellement, la seule chose que je sais, c'est que quand vous êtes sur un ordinateur, l'ordinateur sait que vous êtes en train de vous en servir à la seconde. Oui. Donc des analyses scientifiques ont été faites et on a dit de telle heure à telle heure, Madame Machin et Monsieur Truc étaient en train de faire quelque chose sur leur ordinateur. Ça, on le sait, Oui. c'est scientifique. Tout ce qui est numérique est contrôlable. Oui. Et on ne peut pas, voilà. Oui, mais en revanche, je ne sais pas s'ils l'ont fait avec un contrôlable. pistolet dans la tempe, c'est ça que je veux dire. Et ça, jusqu'à présent, ils ont été ultérieurement condamnés à des peines du style 70 heures de travail d'intérêt général. Si, là aussi, rentrez chez vous, il n'y a plus rien à voir. Et leur chef, celui qui commandait la petite équipe en question qui était à l'œuvre au Manhattan Correctional Center, ultérieurement, il aurait dû être le ministre de la Justice. Une fois de plus, hein, c'est pas des comparses ou des journalistes de deuxième zone, a dit cet individu sera sévèrement puni et 6 mois après, il a été promu à la tête d'une des prisons les plus sympas de tout le système fédéral américain, qui est tellement sympa que, jeu de mots, alors c'est une prison fédérale, et la prison en question, elle est tellement agréable, c'est une prison de semi-liberté où on met les gens qui vont sortir, que par jeu de mots sur le mot Club Med, et comme c'est une prison fédérale, la prison a été surnommée Club Fed. Vous voyez à quel point c'est vraiment pas le Sing Sing ou l'horreur ou Alcatraz ou quelque chose comme ça. Voilà ce qui s'est passé. Et donc, s'agissant de l'individu en question, des dizaines de jeunes filles, que ce soit au niveau du shérif de Palm Beach, à l'endroit où la première enquête a commencé, que ce soit après ça au niveau de l'État de Floride, que ce soit après ça au niveau fédéral, on a des dizaines de témoignages de jeunes filles disant qu'elles ont été prostituées, obligées de se livrer à des ébats sexuels avec des tierces personnes. On a récemment encore un prince du sang britannique, le prince Andrew, a été obligé de payer une forte somme à une des victimes qu'il avait accusée nommément d'avoir eu un comportement de violeur avec elle, et en compagnie donc de Ghislaine Maxwell à Londres 20 ans auparavant. Ouais. Donc, forcément, à partir du moment où une affaire comme ça, il y a des violeurs, et s'il y a des violeurs, il y a forcément des violés et vice-versa. Ouais. Je ne crois pas qu'un proxénète puisse être condamné pour proxénétisme si jamais la jeune femme qu'il a mis sur le trottoir n'a aucun client. Ça, enfin, je veux dire, là aussi, un enfant de 4 ans, on est dans le délire. Non, mais on est dans le délire. Alors maintenant, la question, que s'est-il passé ? Cette administration Trump qui avait l'air d'être sincèrement, jusqu'à maintenant, volontaire pour publier cette liste. On l'avait entendu de la bouche de Donald Trump, de la bouche de Pam Bondi, donc la procureure générale, et puis de tous les autres. Et là, d'un seul coup, patatras. Comment vous pouvez interpréter les choses ? Vous avez dit que vous aviez plusieurs scénarios, et moi, je voudrais vous faire écouter ensuite un extrait de Tucker Carlson avec son invité Saagar Enjeti qui date d'hier, qui met en parallèle la venue du président israélien et cette affaire. Je vais vous la soumettre. Mais d'abord, allez-y, je vous écoute. Donc, d'abord, j'ai remarqué avec un peu d'étonnement que certains à droite avaient fait preuve d'un enthousiasme quasi délirant pour M. Trump. Voilà, que c'était l'homme de la situation, que c'était le meilleur, que c'était le plus beau. Il faut toujours être méfiant Bien sûr. avec des politiciens, quels qu'ils soient. Il faut toujours faire preuve d'un peu de retenue. Parce que, ainsi que l'a dit de façon immortelle, et je vais le citer avec son accent Charles Pasqua, les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. Voilà. Donc, attention aux promesses du style, vous allez voir ce que vous allez voir. Il y a un vieux proverbe, bien de chez nous, qui dit « Passez la fête, adieu le saint », et il semble qu'on soit dans une situation pareille. Alors, oui. D'abord, le point essentiel qu'il faut bien que tous vos auditeurs comprennent, parce qu'autrement, ils ne verront jamais clair dans toutes ces affaires-là. Quand vous êtes dans l'opposition, vous n'avez pas accès à tout. Les systèmes, pour un pays aussi sophistiqué que les États-Unis, que la France ou que tout autre grand pays développé, permettant
à un État de garder ses secrets, qu'on appelle secrets d'État, pas par hasard, hein, sont nombreux et assez efficaces. À savoir que des fois, vous êtes informé de bric et de broc, quand vous êtes dans l'opposition par des copains, vous avez un type qui travaille dans tel ministère, il vous dit ceci, il vous dit cela, mais vous n'avez pas accès à la réalité entière. Et c'est ainsi qu'un jour, vous êtes élu, vous arrivez au gouvernement et vous êtes assis à la place du ministre de l'Intérieur devant son bureau, qui a été le bureau d'un des grands chefs de la Révolution française. Vous faites venir votre directeur de cabinet et vous dites, je veux les dossiers. Et le directeur de cabinet vous répond, Monsieur le ministre, il en sera fait selon vos désirs. Et 2 heures après, ou 3 jours après, ou un peu après, vous avez la visite d'un fonctionnaire, d'un homme en gris, avec un costume dont vous n'avez jamais entendu parler, que vous ne connaissez pas, et qui vous dit, Monsieur le ministre, bien entendu, il y a les dossiers, mais il y a aussi un problème. Et là, il vous sort des horreurs absolues sur quelque chose que vous-même, le ministre, avez fait, ou d'autres, ou dans votre entourage, ou qui vous touche de près, ou votre parti politique. Et l'homme en gris vous dit, Monsieur le ministre, bien entendu, on va tirer sur une corde et puis on ne sait pas ce qu'il y aura au bout de la corde, parce que quand les choses commencent à être déballées, vous savez, quand le vin est tiré, il faut le boire, et en matière de proverbe aussi. Oui, ce serait dommage que vous soyez mouillé. Oui. Ou alors que votre parti politique explose en vol, ou alors. Plus ça va, en ce qui concerne la France, plus au jour le jour, on apprend que des comparses autour du système de gouvernement, c'est-à-dire des gens qui sont dans l'orbite vaguement de M. Macron ou de ses proches, ont quand même commis des actes assez extravagants. Vous avez par exemple un livre qui est un collector, je crois qu'il est toujours en vente, qui s'appelle Les mots de Macron, hein, qui a été publié, s'il vous plaît, aux éditions Dalloz, qui est une maison d'ordinaire respectable, qui est Les mots de Macron. C'est un livre qui est écrit par Monsieur Duhamel, donc qui semble avoir eu des attirances coupables pour des enfants proches de sa famille. Il suffit de se reporter au livre qui a été écrit par la sœur d'une des victimes, qui s'appelle La Familia Grande, et livre qui est préfacé par Monsieur Bigorgne, qui auparavant était le patron du think tank libéral bien connu, qui publie sans arrêt des études et des textes sur les beautés du libéralisme tel que M. Macron le conçoit, hein, Institut Montaigne. Et donc, le préfacier du livre a été condamné à une peine de prison assez sévère pour avoir versé un liquide quelconque dans le verre d'une dame qu'il avait invitée chez lui, afin ensuite de profiter d'elle. Et quand l'individu en question a été devant les magistrats, il a dit, vous comprenez, j'étais un peu perturbé car je prenais plus de 4 grammes de cocaïne par jour. Alors, en tant que criminologue, j'ai quand même les chiffres, les prix, les tarifs, etc. Ça fait entre 80 et 90 000 euros par an. Et bien entendu, il faut les sortir en espèces, parce que vous n'allez pas voir votre dealer avec votre carnet de chèques. Ça tombe sous le sens. En conséquence de quoi, une question simple qui prouve qu'il y a des arrangements quand même à un certain niveau. Comment sortir 80 000 à 90 000 euros de votre compte en banque sans qu'au bout du 2e retrait, sur une année, hein, sans qu'au bout d'un moment, votre banquier vous dise Monsieur Dupont, là, j'ai un problème, vous voyez, il y a le contrôle et vous pouvez m'expliquer à quoi sert l'argent, etc. Voilà, donc de telles choses existent dans l'environnement de tous les pouvoirs et ça permet après ça au système. Je ne suis pas un maurassien fanatique, parce que je pense que la formule de la monarchie est plus trop applicable à la France de 2025. Mais Maurras a eu une formule très belle. Il a dit « le système gouverne mal, mais se défend bien ». Donc, là-bas, ce qu'on voit aux États-Unis, c'est la manifestation du fait que le système se défend bien. Voilà. Alors, je résume votre premier point. Hypothèse. Oui. Voilà. J'en finis. Première hypothèse.
quelqu'un a été voir Madame Bondi ou le patron du FBI qui Cash a Patel. blémi en disant oula, oups, Cash Patel, ou d'autres, ou même Donald Trump. Monsieur Trump lui-même en personne, hein, et donc leur a dit faites attention à ce que vous allez faire parce que voilà. Alors Kennedy qui ça dérange, bon, voilà, ça fait longtemps. Pareil pour Martin Luther King, mais là, quand même, Ouais. on est dans le. Voilà. Donc, D'accord. Bon, ça, c'est le truc auquel tout le monde a, j'imagine, un peu pensé, c'est-à-dire se dire, bon, il y a forcément quelqu'un, alors si c'est pas directement Donald Trump, parce que on a aussi quand même, rappelons-le, dans la conversation, on a quand même Elon Musk qui a changé un peu de position par rapport à Donald Trump ces derniers temps et qui a tweeté, alors attendez, si je retrouve ma fiche, j'aurai la date exacte, mais sinon c'est pas grave. Tac, tac. Bon, il bref. tweet tous les jours d'ailleurs. Oui, c'est oui. pas compliqué. Il tweet tous les jours, mais il a tweeté attention, Donald Trump est dans la liste Epstein. Voilà, un truc comme ça. Je vais vous redonner exactement les Oui, mots. mais à partir du moment, qu'est-ce que c'est que cette histoire de liste? D'ailleurs, le problème n'est pas là. Le problème, c'est le carnet d'adresse et le carnet de rendez-vous de Ghislaine Maxwell. C'est Ghislaine Maxwell qui prenait tous les rendez-vous pour Epstein. C'était elle qui était l'organisatrice de toute la débauche dont on a entendu parler maintenant depuis 20 ans. Et Madame Ghislaine Maxwell avait un livre dans lequel elle notait ses rendez-vous, les numéros de téléphone de ses contacts, etc. Le livre en question est entre les mains du FBI. Il contient environ 2000 noms qui sont ceux de l'élite mondiale, pour ainsi dire, pour aller vite, hein. Il y a déjà un des carnets qui a été, lui, vu, connu, dépioté, etc., qui était celui de Jeffrey Epstein lui-même, qui contient déjà 900 noms. Alors, vous avez des ministres britanniques, des idoles du rock, des vedettes de cinéma, etc. Tous les gens que soit ils fréquentaient, ou alors soit ils voulaient pouvoir s'en servir pour monter des opérations X ou Y. C'est-à-dire des opérations, semble-t-il, d'influence. Et les opérations d'influence, ça fait l'objet de tout un chapitre à l'intérieur du livre que j'ai écrit, se faisant à l'époque au service des milliardaires de Silicon Valley et de tout ce qu'on appelle les GAFAM. C'est-à-dire que Jeffrey Epstein, par exemple, avait acquis, alors Dieu sait par quel... il faudrait peut-être s'interroger là-dessus aussi, quand vous devenez brutalement le chouchou de l'université Harvard, et où il y a quand même autre chose que des complotistes et des citoyens glauques, et que vous y avez votre entrée, vous y avez votre bureau, vous avez accès à tout à Harvard. Donc à partir de ce moment-là, ça a une valeur. Vous pouvez organiser des conférences en mettant Harvard en cause, donc en donnant de la crédibilité à ce que vous faites. Ah oui. Et tout ça s'est fait en tapant des milliardaires de Silicon Valley comme Bill Gates et d'autres, hein. Voilà. Donc, on sait déjà qu'il y avait des opérations d'influence qui se faisaient au niveau de ce qu'à l'époque, la Silicon Valley et les milliardaires des GAFAM appelaient la troisième culture, c'est-à-dire la forme extrême d'anarcho-libéralisme où les milliardaires en question se décrétaient eux-mêmes dignes d'obtenir la liberté du renard dans le poulailler. Voilà, c'est ça. Là, Alors, on a des certitudes. Il y a des textes, il y a des chiffres, oui, il y a des noms, c'est il y a des d'ailleurs dates. le titre de votre livre, je le rappelle, hein, la troisième, Jeffrey Epstein, l'âme damnée de la troisième culture. Alors, allons sur les autres hypothèses, parce que vous commencez à dire, j'ai plusieurs hypothèses, ou les autres scénarios, qui sont peut-être, qui reposent peut-être sur la même idée, mais qui sont peut-être un peu plus développés, non, je ne sais pas. Alors, comme disait là aussi un proverbe, hein, il y a plusieurs demeures dans la maison du Père, mais j'ai toujours eu des doutes sur la capacité, la volonté, la possibilité même d'un service de renseignement officiel, quel qu'il soit, de se lancer dans des histoires de cet ordre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il faut savoir comment fonctionne un service de renseignement. Un service de renseignement, c'est pas une bibliothèque, c'est pas une encyclopédie, c'est pas Wikipédia, c'est tout à fait autre chose. C'est un système qui fonctionne au service d'un État et qui n'a pas la bride sur le cou, qui chaque fois qu'il monte une opération doit demander l'autorisation et doit l'obtenir avec des signatures, etc., à divers niveaux.
sur des opérations. Quand il y a des opérations, disons, de compromission, c'est-à-dire quand on veut obtenir d'un individu qui n'est pas totalement décidé à ça, qu'il le fasse quand même parce qu'on a des photos ou des films de lui, sauf le respect pour les auditrices de Toxin, avec le pantalon sur les chevilles et en train de se livrer à des ébats avec des individus de tous les sexes, pas forcément majeurs, eh bien, à ce moment-là, vous avez un moyen de pression. D'abord, dans le cas d'Israël, puisque c'est ça à quoi beaucoup pensent, pourquoi monter des opérations pareilles d'un gouvernement sur un gouvernement dont ils obtiennent tout? C'est-à-dire qu'on n'a jamais vu le gouvernement des États-Unis refuser quoi que ce soit à Israël, encore maintenant. Au début, Donald Trump n'était pas très chaud pour bombarder l'Iran. Alors après ça, il y va quand même parce que on a réussi à le convaincre. Et ainsi de suite. Donc, à partir du moment où vous obtenez, je pose des questions qui relèvent de la logique, j'imagine bien, enfin, vous avez vu avec quelle force, avec quelle science et avec quelle précision les services d'Israël sont capables de frapper leurs ennemis. Voilà quoi. Donc, on a vu ce qui s'est passé en Iran avec les dirigeants qui se sont fait taper les uns après les autres. Tous n'ont pas été tués, mais quand même un certain nombre. Voilà, à partir de ce moment-là, pourquoi monter une opération comme celle qui a été montée par Jeffrey Epstein de compromettre des gens qui, d'ordinaire, vous accordent à peu près tout? À quoi ça sert, sauf à se mettre soi-même dans la crotte si jamais la chose vient se découvrir? En plus de ça, je le rappelle à tous ceux qui nous écoutent, parce que là non plus, ils n'ont pas forcément la science de ça. Un service de renseignement vit à 100% sur sa réputation. Quel est le métier à 100% d'un service de renseignement? C'est de recruter des sources. Si vous avez la réputation d'être un foyer de pédophiles et d'individus glauques comme ça, qui vous allez pouvoir recruter, sauf les mêmes, c'est-à-dire ceux dont vous ne voulez à aucun prix parce que vous voulez des gens sérieux pour vous informer et pas des pervers, vous voyez. Donc, tout ça fait que j'ai des doutes. Alors, bien entendu, il y a des sociétés de sécurité privée, il y a des sociétés d'espionnage privé, tout est possible à ce niveau-là, parce que là, il y a moins de contrôle. Mais dans ma vie professionnelle, il m'est arrivé de rencontrer des officiers de renseignement de nombreux pays, dont les États-Unis et dont Israël. Ce sont des pères de famille et des gens qui agissent avec toute la brutalité nécessaire quand la survie de leur patrie est en jeu. Mais de là à se prêter sur 15 ans à des histoires tordues comme ça m'a pas l'air d'être le genre de la maison, si vous voulez. D'où mes doutes. Oui. Alors, donc là, en fait, vous avez... Privé, aucun problème. D'accord, donc service privé. Je rembobine un peu parce que je suis pas sûre que tout le monde... En fait, vous avez répondu à l'élément que je voulais, moi, vous soumettre à l'avance, finalement. Donc, si vous le permettez, je vais rembobiner un peu pour que tout le monde comprenne aussi de quoi il s'agit, parce que tout le monde n'est pas forcément au courant. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que Epstein, ça fait depuis longtemps, il y a eu des révélations qui ont été faites sur le sujet, notamment le journaliste d'investigation Robert Parry de Consortium News, qui a révélé les échanges entre l'ancien officier du renseignement israélien Harry Ben Menash pour dire qu'Epstein donc ne collaborait, d'ailleurs, il dit qu'il ne collaborait pas directement avec le Mossad, donc les services de renseignement israéliens, mais avec le renseignement militaire israélien. Donc, il y voit une grande différence, mais on voit en tout cas qu'il y a ce lien. Et quand il va un peu plus loin, notamment dans le livre Epstein, Dead Man Tells No Tales, on apprend que ce Ben Menash avait collaboré avec Robert Maxwell, qui présentait donc Robert Maxwell, c'est le père de Ghislaine Maxwell, qui présentait sa fille et Epstein au service de renseignement israélien. Et en fait, l'opération permettait de faire du chantage pour le compte d'Israël. Je ne fais que reporter les propos. Donc Epstein prenait, et là c'est une citation, Epstein prenait des photos de politiciens en train de baiser des filles de 14 ans, pour être clair. Epstein et Maxwell faisaient chanter les gens, ils faisaient chanter les gens comme ça. Voilà ce qu'on peut lire notamment dans ce livre. Donc voilà à quoi, quand vous disiez certains pensent à, ou certains font référence à, voilà l'idée, c'est-à-dire qu'il y a des opérations de chantage, on peut appeler ça, version russe, des compromates, des vidéos sensibles qui permettent, ça revient à votre premier scénario, sauf que c'est pour le compte d'un autre pays, ici
le pays Israël, puisque Robert Maxwell, donc le père de Ghislaine Maxwell qui travaillait avec Epstein, qui était sa compagne, se travaillerait pour ses services de renseignement militaire israélien. Et avant de vous donner la parole pour que vous répondiez, mais peut-être que vous répétiez ce que vous avez déjà dit, il y a eu cet échange donc, avec Tucker Carlson, le fameux journaliste américain, hier, avec un journaliste également qui s'appelle Saagar Enjeti. C'était une vidéo qui a déjà été vue des milliers de fois, c'est toujours incroyable, les vues de Tucker Carlson, et qui revient un peu sur le sujet. Donc je vous propose, pareil, encore une fois, d'écouter en anglais. J'ai pas eu le temps de faire une traduction mot à mot, mais je vous ferai une traduction juste derrière. Donc écoutez ça, et puis et surtout, et on va entendre ensuite le retour de Xavier Hofer sur cet extrait. Écoutez. The whole thing that this tape shows that he didn't kill himself is like a joke. But worse than that, it's a joke that we all get. Like, they're not fooling anybody. So I feel like we're at a dangerous point now. Yeah, I agree, because the lie is more it's not the lie at this point is not even part of trying to convince any of this is true. Yes. The lie is a signal to everybody else involved in the scheme that to the ultimate ends, the United States government will go to protect all of you. Yes. And that's the for Man, what is that smart. purpose? Can you say that again? Okay, Yes. so it's a signal. The lie is not for you and me. The lie is for those implicated to say, no matter what, we will protect you. And then we have to start asking the question, why? As in, what is the purpose of this entire thing? Why does it matter that it happens right before the Israeli prime minister comes to Washington for the third time? As you said, what is the linkage here between those two? Voilà, alors, en gros, Tucker Carlson commence par dire ce qui est fou avec cette vidéo, avec cet enregistrement, c'est que ça ne trompe personne. Personne ne peut être dupe de ces nouvelles informations qui sont données. Et la personne qui est en face, Saagar Enjeti, répond mais oui, mais il ne cherche pas à nous tromper, nous autres. C'est un signal qui est envoyé à cette organisation. Il dit d'abord cette organisation. Ensuite, Tucker Carlson lui dit mais quoi, répétez ce que vous venez de dire, c'est un signal, c'est intéressant. Oui, c'est un signal qui est envoyé, qui n'est pas envoyé à vous et moi, mais pour les personnes qui sont impliquées dans cette affaire, pour dire nous ne toucherons pas à cette organisation, nous ne vous toucherons pas. Saagar Enjeti continue en disant et cette information est tombée juste avant que le Premier ministre israélien ne vienne sur le sol américain. C'est un signal. Voilà ce qu'il dit. Donc Xavier Hofer, je vous redonne maintenant j'ai redonné un peu le contexte, je vous redonne la parole sur ce sujet. Alors, premièrement, Netanyahou, il campe littéralement à Washington. Il y est tous les 15 jours, quoi. Voilà. Il faut savoir une chose, que là aussi, les gens ont un peu de mal à concevoir. Washington, c'est un trou. Vous avez un géant comme les États-Unis qui est dirigé par une tête d'épingle. À savoir que quand vous êtes à Washington, quand vous y êtes physiquement, et surtout quand vous avez le poids du Premier ministre d'un pays ami et allié comme Netanyahou, vous avez 12 personnes à voir et d'une façon ou d'une autre, il n'est pas si difficile que ça de les faire changer d'avis. Puisque comme le sommet de l'administration fédérale qui gouverne donc tous les États-Unis, c'est quelques centaines d'individus, à mon très très modeste niveau, il m'est arrivé d'arriver à Washington. J'arrivais à Washington, j'allais voir des collègues de l'université où j'étais associé à l'époque et qui a des liens très étroits avec le ministère de la Défense parce que cette université se trouve matériellement, physiquement, en face du Pentagone, c'est-à-dire on traverse la rue, quoi. Donc il y a beaucoup de contacts avec des officiers qui viennent y suivre des cours de formation permanente, etc. Et donc je parlais à l'un d'entre eux et l'un me disait mais c'est vachement intéressant, attends, t'es là cet après-midi? Oui, alors je t'ai pris rendez-vous avec mon collègue au département d'État et donc en 2 ou 3 jours vous faites le tour de Washington et les gens disent mais c'est incroyable, mais d'où tenez-vous cette information? Bien entendu, ils vérifient parce qu'ils sont pas niais. Mais il y a la capacité d'influence sur le sommet de l'État américain est d'autant plus forte que l'appareil d'État américain dans sa structure n'a pas de fonction interministérielle. Tout passe par le sommet, par le Conseil national de sécurité. Le Conseil national de sécurité, une fois de plus, c'est l'espèce de gros bâtiment
très laid, d'ailleurs gris, qui se trouve, on a la Maison Blanche en face, et sur la gauche de la Maison Blanche, il y a ce qui s'appelle Old Executive Building. Là-dedans, vous avez les services cruciaux de l'État américain fédéral, dont le Conseil national de sécurité, dont le contrôle des télécommunications et de tout ce qui est numérique, etc. Et donc, quand vous êtes là-dedans, vous parlez à des gens et il n'est pas si difficile que ça de les convaincre. Donc, ce n'est pas un exploit faramineux. J'imagine que tout Premier ministre israélien joue de cette relative facilité. Alors, naturellement, le clodo qui se pointe à la Maison-Blanche n'a pas accès tout de suite, mais c'est quand même nettement plus facile d'accéder à des sommets importants de l'État fédéral américain que ce ne l'est, par exemple, en France. En France, pour aller voir le sous-secrétaire d'État à la marine marchande, vous avez 3 secrétaires, qu'est-ce que vous voulez, pourquoi, vous êtes qui, etc. Tandis qu'aux États-Unis, c'est plus facile, vous voyez, donc on peut jouer là-dessus. Ça, c'est la première réalité. Et deuxièmement, il est évident que dans l'affaire en question et dans l'entourage d'Epstein, vous avez beaucoup de gens qui ont eu par le passé des fonctions de responsabilité à un poste ou à un autre israélien. Vous avez un ancien Premier ministre israélien qui a été mis en cause, qui s'est rendu sur l'île Little St. James, là qu'on appelait Pedo Island, dans les îles Vierges américaines. Vous en avez d'autres comme les anciens agents de renseignement, mais il faut quand même là aussi prendre leurs déclarations avec un petit peu de distance. Je ne dis pas qu'il ne faut pas les croire, mais je dis qu'il faut là aussi être prudent, comme sur les promesses des politiciens. Combien il y a de gens qui sont dans le Mossad et combien il y a de gens ou le service de renseignement militaire ou quoi que ce soit, le service de renseignement, en gros, il y en a 3 en Israël, comme dans tous les pays, il y a intérieur, extérieur et militaire. Eh bien, il y a plus, naturellement, de gens qui sont partis des services en question que ceux qui y sont. Ceux qui veulent continuer à rester dans le business, et s'ils veulent vendre un livre, il faut qu'ils donnent des choses croustillantes. S'ils disent, mais tout va bien, ça se passe bien, vous savez, on est honnête et on fait rien de mal, le livre, il va se vendre à 14 exemplaires. Donc, là aussi, il faut être un peu prudent, surtout avec des gens qui sont un peu à la fin des mercenaires. Vous voyez, pour passer à la télé, on aimerait bien que tu nous dises ça, et puis bon, bah, si c'est rétribué, ils le disent. Voilà. Donc, il ne faut pas non plus se laisser prendre à toutes les sottises conspiratistes qu'on entend d'ici et là. Le père de Ghislaine Maxwell, Robert Maxwell, était lui-même un survivant du génocide. Il était d'une partie de l'Europe, aux confins de la Tchécoslovaquie et de l'Ukraine, etc., où se sont produits les massacres les plus abominables de la Deuxième Guerre mondiale. Il avait survécu à ça, il s'était engagé dans l'armée britannique ultérieurement, et il n'a jamais caché de toute sa vie d'être un agent d'influence d'Israël. Il l'était. Alors, en plus de ça, il conduisait ses affaires de manière un peu rock'n'roll, il a fini par faire faillite, etc. Mais quand même, et malgré tout, et malgré sa mort extrêmement bizarre. Oui, rappelons-le, en plein milieu sur un bateau, oui. On l'a trouvé noyé, et donc, il y a eu après ça une autopsie, et l'autopsie a été conduite, la première d'entre elles, par des médecins légistes de divers pays, dont je crois un Suisse, et qui ont signé un document disant qu'on n'avait jamais vu quelqu'un tomber d'un bateau, se noyer et d'avoir des plaies aussi graves et des fractures sur la moitié du corps. Voilà, oui. De même pour Jeffrey Epstein, un individu, à la demande du frère de Epstein, il avait un frère, donc le frère a trouvé bizarre ce qu'on lui racontait sur la mort de son frangin, et donc il a engagé le médecin légiste le plus célèbre de toute la ville de New York, un homme très connu qui a donné des centaines d'interviews et qui a en gros 20 000 autopsies de gens morts de toutes les façons possibles et imaginables. Ce médecin légiste a affirmé et a signé sous sa signature que les plaies à la gorge que portait Jeffrey Epstein étaient à 90% compatibles avec un étranglement, et pratiquement qu'il n'avait jamais vu de sa carrière, avec des milliers de gens étranglés, pendus et tout ce que vous pouvez imaginer, qu'il n'avait jamais vu quelqu'un se pendre avec une corde, une ficelle, n'importe quoi, etc., et avoir de telles plaies à la gorge. En gros, les mort douteuse. masculins ont ce qui s'appelle une pomme d'Adam, et la pomme d'Adam, quand on se pend, elle est simplement,
comment dire, déformé. Et quand il y a eu un étranglement avec un individu qui vous prend par le cou et qui vous met les pouces à l'intérieur de la gorge pour vous étrangler et vous étouffer, là, il y a une fracture de cet os de la pomme d'Adam, et là, l'os était cassé en 3 morceaux. Voilà. En plus de ça, quand vous pendez quelqu'un, au bout d'un moment, le sang cesse de circuler au moment de la mort et donc tombe dans le bas des jambes. Et vous avez cette image caractéristique du pendu. Quand on lui dénude ses jambes, le sang, en vertu de la pesanteur de la gravité, descend vers le bas, et vous avez le bas des jambes et les chevilles, soit bleu très sombre, soit même marron, à cause du sang mort qui s'y est accumulé. Et là, vous n'avez pas non plus ce qui peut plus faire penser à un étranglement que d'autre chose. Donc on est tout sauf dans le conspirationnisme, on est dans les avis de savants de très haut niveau qui, comme tous les savants, et si vous me demandez mon avis, comme je le fais à l'heure actuelle, je ne suis jamais dans le 0%, 100%, mais qui disent qu'il y a des probabilités très fortes pour que, et que les probabilités emportent la conviction. C'est la profonde conviction des gens qui ont vu le dossier en question de dire que il y a une chance sur X, par exemple sur 1000, que Jeffrey Epstein se soit pendu lui-même, et une forte majorité de chances que quelqu'un, d'une façon ou d'une autre, l'y ait aidé. Oui. Donc, on va conclure, mais c'est intéressant. Vous avez abordé les différents scénarios. L'homme gris qui dit mais attendez, si vous allez plus loin, c'est vous qui allez être mouillé, ou votre parti, votre entourage, etc. Le scénario d'un chantage des services, d'un montage des services israéliens, et que finalement Epstein travaillait pour ça, et que là finalement ils aient obéi à une direction, une directive qui viendrait d'Israël. Donald Trump aurait obéi. Mais ça, vous le mettez plutôt de côté, j'ai bien compris. Mais vous dites, il y a quand même... De toute manière, je ne le mets pas de côté. Enfin, là aussi, un enfant de 4 ans, en gros, quand Netanyahou demande quelque chose, Trump le fait. Pourquoi il y a besoin de le faire chanter? Oui. C'est grotesque. Enfin, pourquoi je veux dire, vous allez rentrer chez vous, vous avez... un ami qui arrive avec un bouquet de fleurs, vous n'allez pas lui mettre le pistolet sur la tempe en lui disant donne-moi un bouquet de fleurs. Enfin, quand les gens vous Donc offrent c'est quoi, quelque finalement, chose, ça me paraît grotesque. Vous décalez pour vous, c'est pas forcément, même si vous ne niez pas le lien, donc vous l'avez bien rappelé, entre Robert Maxwell et les services israéliens, son influence en tout cas, et sa mort douteuse, ça on est bien d'accord. Mais pardonnez-moi, là aussi, j'ai pas besoin pour la mort, pour Robert Maxwell, j'ai pas besoin je fais pas preuve d'un génie particulier. Il y a la moitié du gouvernement d'Israël, au moment de sa mort, qui a été à son enterrement. Et il est enterré dans un cimetière en Israël où il y a en gros les amis d'Israël et ceux qui ont rendu service qui sont là aussi. C'est sur la place publique. C'est pas un grand secret. Oui. Je crois même que Peretz était à l'époque avec un rang ministériel très important. Je me souviens plus lequel parce qu'il était ministre pendant si longtemps et dans tant de capacités différentes. Mais vous avez donc là aussi des choses évidentes. Alors autant il est impossible. Alors c'est quoi selon vous d'écarter. Autant il est impossible d'écarter le fait que des gens qui connaissent ce milieu-là, qui aient des responsabilités dans ce milieu-là, les anciens aient trempé dans des affaires, et puis même à l'époque, Epstein avait beaucoup d'argent. Hein. S'il n'était pas milliardaire, il était au moins multimillionnaire, des centaines de millions de dollars. Et donc, des gens qui ont besoin de bosser sont venus le voir et lui ont peut-être proposé des choses. Ça, je ne l'écarte absolument pas. On l'a vu d'ailleurs. On l'a vu. D'accord. Donc, vous êtes plus sur mais le une service... affaire d'État montée par l'État avec la signature du Premier ministre. Imaginez que pour une raison ou pour une autre, ça fuite, tout éclate en vol. Les risques réputationnels sont monstrueux. Alors, donc, comme ça, vous essayez de me recruter pour travailler pour vous et puis vous avez couvert des opérations où on violait des petites filles, mais foutez le camp. Voilà, c'est ça le risque. Oui. Donc, pour vous, c'est tellement énorme et dangereux que... pour le service d'un État, notamment ici on parlait du Mossad, que c'est pas possible. Donc plutôt milice privée, commande privée, d'après ce que je comprends. Xavier Hofer. Réseau d'anciens, ouais. Ça, tout ce qu'on veut. D'accord. Allez, on va rester là. Je peux vous dire une chose. Oui. En conclusion. Allez.
Je pense ne pas parler à la légère de ces sujets-là. Oui, oui. J'ai assuré pendant ma carrière et jusqu'à la fin de l'année 2025, je continue. Après ça, on verra, à former des gens qui ont des responsabilités non négligeables dans des services en France et dans des pays amis de la France. Je peux vous garantir une chose. Si jamais un jour un cadre d'une de ces maisons-là va voir son patron et lui dit, alors j'ai une idée géniale, il y a un mec que je connais, on va le recruter, alors il va mettre des petites filles dans les pattes de monsieur un tel, et après ça on pourra le recruter. L'autre l'envoie se faire passer un test dans un hôpital psychiatrique dans la minute. Ouais. On ne fait pas des choses pareilles, quoi. Pourquoi? Oui. Parce que ce n'est pas des petits saints, c'est des gens qui sont capables de compromettre des gens de bien des façons différentes, mais il y a des opérations qui sont plus dangereuses pour vous que pour celui que vous visez. Pour en conclure là-dessus, quand le président Bush a appelé Jacques Chirac pour lui demander qu'il se joigne à l'opération visant à dézinguer Saddam Hussein, Jacques Chirac, noblement et intelligemment, lui a répondu ceci. Il lui a dit, Monsieur le Président des États-Unis, ça n'est pas Jacques Chirac, président de la République française, qui vous parle, c'est Jacques Chirac, sous-lieutenant en Algérie. Il y a des guerres qui sont plus dangereuses pour vous, que vous ne pouvez pas gagner et qui, à la fin, ne détruisent pas l'ennemi, mais vous détruisent vous-même. Une opération compromise avec des petites filles à Washington, avec les copains du gouvernement américain, qui, de toute manière, donne à Israël à peu près tout ce qu'il a envie. Oui, c'est une histoire de dingue. Même si on sait que le compromat, ça existe. Mais, bien entendu, on a entendu votre évidemment. propos, Xavier Hofer. Ouais. Non, mais merci. C'était en tout cas très intéressant de refaire le bilan de tout ça, de revenir sur toutes ces informations. Merci encore. Je rappelle votre livre, Jeffrey Epstein, l'âme damnée de la troisième culture, aux éditions du CERF. Et puis je rappelle que vous êtes criminologue et puis directeur d'études et enseignant au CNAB, le Conservatoire national des arts et métiers. Merci beaucoup, Xavier Hofer. On vous l'avait promis et ça y est, on se développe, on ouvre de nouvelles émissions. Vous avez déjà connu et rencontré les Tintins pour leur nouvelle émission des Tintins qui marche très fort. Évidemment, l'émission d'André Berkoff. Cette semaine sort une nouvelle émission scientifique où on va tenter de poser de véritables questions sur des débats scientifiques qui ne sont pas fermés, contrairement à ce que on veut nous faire croire. Donc, pour toutes ces émissions et encore d'autres, comment reprendre le pouvoir politique aussi, une autre émission à suivre, et puis des émissions historiques, géopolitiques et bien d'autres qui vont arriver. Il nous faut de la place parce que, évidemment, la première chaîne est déjà très prise par toutes les émissions et diffusions du matin notamment. Donc, il faut qu'on ouvre une nouvelle chaîne et il faut que vous suiviez le mouvement surtout et que vous ayez tout de suite vous abonner à la nouvelle chaîne. Il faut aussi en parler à tout le monde. On compte vraiment sur vous parce que si on veut ouvrir ces nouvelles émissions, il faut que vous suiviez le mouvement et vraiment que vous alliez vous abonner tout de suite à la nouvelle chaîne YouTube. C'est pas compliqué, c'est gratuit, ça se fait en 2 clics. On vous met tout de suite le lien là, pouf, il apparaît. Le lien, vous pouvez vous abonner. C'est Toxin Plus, c'est ça, la nouvelle chaîne YouTube, Toxin Plus, pour toutes les émissions de l'après-midi. Donc, vous pouvez la trouver sur Toxin-Plus en lettres majuscules ou tout simplement, on va vous mettre le lien et vous cliquez immédiatement. Je vous fais confiance. Allez-y tout de suite. 1, 2, 3, Toxin Plus, allez-y.